Imaginez que vous êtes dans la nature. Qu'est-ce que vous entendez? Les doux sons des gouttes de pluie? Le chant des oiseaux dans la forêt? Des souffles d'un animal sauvage? Le sifflement d'une tempête de neige? Suivez-nous dans notre voyage à travers le Canada et l'Alaska. Nous allons visiter des belles forêts tropicales, survoler des vastes champs de glace, admirer la faune abondante et explorer l'Arctique impitoyable. C'est une aventure qui vaut la peine de vivre. En automne, l'île de Vancouver est humide. Le brouillard crée l'atmosphère mystérieuse alors que la pluie alimente les cascades de l'eau en abondance. Avec toute cette humidité, il n'est pas étonnant que certaines parties de l'île sont couvertes de forêts tropicales mousseuses. Dès que le soleil apparaît, le paysage montre sa beauté incroyable. À tel moment, nous parcourons le sentier Wild Pacific et nous sommes fascinés par la magnificence de la côte de la Colombie-Britannique. Dans les arbres au-dessus, un oiseau coloré qui s'appelle le guéhide stellaire pose pour des images parfaites. Des paysages moroses sont également le symbole de la Colombie-Britannique continentale. Avec les arbres en couleur, le brouillard exécute une danse surréaliste. Pendant ces jours d'automne, la nature est dominée par la couleur jaune-or des aiguilles de mélèze. C'est un endroit extraordinaire que nous avons trouvé sur cette route en gravier. Nous sommes arrivés à ce lac, juste ici, et juste là-bas, sur la rive, nous avons vu 2 orignaux. Maintenant, ils se déplacent dans la forêt juste là-bas. Les orignaux sont les plus grands animaux parmi des cervidés. Ils peuvent atteindre une hauteur au garrot de plus de 2 mètres. Ils sont des animaux solitaires. Cependant, les veaux restent avec leur mère pendant près d'1 an. S'il y a beaucoup de nourriture, les orignaux femelles peuvent donner naissance aux jumeaux. Les orignaux mangent des plantes différentes et ne se limitent pas à la terre ferme. Parfois, on les appelle avec humour les ânes de marais, car ils guèrent maladroitement à travers les étangs dans la recherche des plantes aquatiques. On peut régulièrement voir leurs plus petits cousins, les cerfs mulets, au bord des routes. Aujourd'hui, les champignons sont dans le menu. Cette route en gravier que nous suivons est la plus horrible des routes que nous avons jamais suivies. Il y a peu de gravier et beaucoup de fondrières. La récompense pour une route si horrible est la visite des sources thermales naturelles de Lucier. Avec le corps fumant, la façon appropriée de se refroidir est de se plonger dans la rivière glaciale. Tu es fou! Les rivières et les chutes d'eau pittoresques sont abondantes dans cette partie du Canada. La chute Helmken, avec sa hauteur de 141 mètres, est la 4e des plus hautes chutes d'eau au Canada. Une énorme quantité d'eau qui tombe du haut crée même des nuages. Pendant notre voyage, nous trouvions de nombreux endroits où nous voudrions rester plus longtemps. Ce camping gratuit avec un lac encadré par des montagnes était une magie pure. C'étaient les montagnes qui nous ont enchantés le plus. Les Rocheuses sont un monde à part entière. Les pics couverts de neige percent le ciel, alors que les lacs tranquilles sont entourés de hauts sapins. Du parc national Waterton Lakes à la frontière avec les États-Unis, nous suivons ce massif montagneux au nord. La meilleure façon d'explorer une grande partie de ce paysage est le road trip. Et comme il y a beaucoup de choses à voir, il est important de laisser le temps pour explorer. Dans le pays de Kananaskis, la lumière dorée du coucher de soleil nous offre un véritable spectacle. Peu importe dans quelle direction on regarde, l'œuvre d'art de la nature est partout. Sur notre chemin à travers ce paysage vierge, nous étions toujours à l'affût de la vie sauvage. Un wapiti est un autre grand membre de la famille des cervidés. On peut souvent le rencontrer se nourrir de l'herbe, des plantes et des feuilles au bord de forêts.
Des wapitis mâles ont de grands bois qu'ils perdent chaque année. Les femelles sont plus petites et elles n'ont pas de bois. Cependant, ils partagent un intérêt commun à se gratter. Pendant la nuit, nous nous interrogions pourquoi il faisait terriblement froid et nous nous sommes couchés près de ce beau lac. Vous pouvez voir les montages juste là-bas. Et ce matin, nous avons compris qu'il faisait si froid, car les températures étaient glaciales. Pour la première fois au Canada, le vent est glacé et comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas en fait prêts. En novembre, on remarque les signes clairs que l'hiver est juste autour du coin. Les cols de montagne sont enneigés pour longtemps. Les sentiers de randonnée sont couverts de glace. Il est presque impossible de marcher. Et même à des altitudes plus basses, la neige commence à tomber régulièrement. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, nous pensions qu'il était un peu blanc. Mais quand nous avons regardé par la fenêtre, nous avons découvert qu'il avait neigé considérablement la nuit. De 12 à 15 cm de neige nouvelle. Regardez comment elle descend du toit. Nous l'avons nettoyée un peu, mais la neige continue à tomber. Il n'y a que 2 façons de survivre au Canada en hiver. Se cacher dans une tanière ou vivre dans une station de ski. Beaucoup d'aventures vous attendent dans une station de montagne. Une balade en motoneige, un volume au-dessus des montagnes en parapente ou une randonnée dans la neige profonde. Nous avons rencontré des jeunes gens du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède, de la République tchèque et de beaucoup d'autres pays du monde entier. Ce qui nous unit, c'est la passion pour les sports d'hiver et le style de vie en plein air. Nous avons profité de la neige poudreuse fraîche sur double piste noire. Nous avons frappé hors du parc et nous avons perfectionné nos trucs en commençant par des petits et progressant rapidement de 180 à 360 et à 540 parfois. Durant l'hiver, notre technique s'est améliorée. Nous avons commencé à frapper des box, mais aussi à faire des sauts plus gros. Parfois, le haut du téléski n'était pas assez et une petite randonnée nous amenait dans des endroits vraiment mémorables. Si vous vous interrogez à quoi ressemble le bonheur, alors le voilà. Avec des vues comme celle-ci, qui voudrait partir un jour ? À la fin d'hiver, nous étions tous des professionnels. Au moins, presque. Des professionnels qui préfèrent d'embrasser les arbres de temps en temps. Quand les premiers signes de printemps sont apparus, nous avons décidé de reprendre notre road trip. En nous dirigeant vers le nord, nous sommes revenus directement en hiver. Dans le parc national Banff, l'hiver ne pensait même pas à partir. Bien que de grands glaçons couvrent encore une grande partie de la cascade dans le canyon de Johnston, l'eau casse déjà le passage à travers la glace. Les cristaux de glace finement tissés sont un vrai chef-d'œuvre de la nature. Au printemps, la promenade des glaciers fait honneur à son nom. Tout est encore couvert de neige, mais le soleil brille davantage qu'en hiver. On peut remarquer les glaciers tout au long des flancs des montagnes, le long de cette route véritablement pittoresque. Cette plateforme d'observation complètement couverte de neige montre le volume de neige en avril. Plus d'une fois, nous étions juste assis et nous admirions l'incroyable beauté des Rocheuses. La vie dans les Rocheuses pendant presque un an nous permet d'assister à un changement de saison dans des endroits emblématiques. Le lac Louise, mondialement connu, change son apparence d'une façon dramatique. En hiver, il est complètement gelé et couvert de neige. En été, il est parfaitement limpide, alors qu'en automne, des nuages expressifs pendent bas sur le flanc de la montagne. La couleur vive turquoise du lac Peyto en fait notre lac préféré au Canada.
En été, on peut même faire du stand-up paddle et du kayak sur ce lac glacial. Alors que la couleur est vraiment brillante sous le soleil d'été, elle est un peu plus sombre en automne embrumé. En hiver, le lac est complètement gelé. Le lac Moraine, qui n'est accessible que pendant l'été, est le joyau de la couronne des montagnes rocheuses. Le lac est entouré de 7 pics. La visite tôt le matin est une expérience inoubliable. L'un de nos endroits préférés au Canada était le lac Médicine. Ce lac partiellement gelé, encadré par des montagnes, était tellement à couper le souffle que nous y restions pendant plusieurs heures pour admirer. Sur la route à travers le parc national Jasper, les touristes doivent garder leurs yeux ouverts pour repérer un autre animal impressionnant, un mouflon canadien. 6 mouflons savent clairement qui a le droit de passage. On peut souvent les voir se nourrir de l'herbe au bord de la Toute. Les mouflons canadiens se distinguent par de massives cornes. Les cornes d'un mouflon mâle grandissent tout au long de sa vie. Les mouflons femelles ont également des cornes, bien que plus petites. Contrairement aux cerfs, aux wapitis ou à l'orignal, le mouflon canadien ne perd pas ses cornes chaque année. On peut même définir l'âge d'un animal en comptant les anneaux proéminents sur les cornes. On les appelle également des anneaux annuels, comme chez un arbre. Ils apparaissent pendant la saison stressante des amours, lorsque les mouflons se nourrissent à peine. En nous dirigeant vers les territoires du nord-ouest, nous quittons les montagnes rocheuses et entrons les prairies gelées où nous sommes accueillis par une autre tempête de neige. Le vrai nord du Canada commence au-delà du 60e parallèle, l'endroit avec les plaques d'enseigne les plus cool du monde. Peu de temps après être entrés dans les territoires du nord-ouest, nous tombons sur Alexandra Falls. Même si presque tout est encore gelé, un grand volume d'eau s'est déjà frayé un chemin dans la glace. D'énormes glaçons encadrent la cascade et la différence entre les températures de l'eau et de l'air provoque la création d'un banc de neige en bas de la cascade. Bien que le mai sonne comme le printemps pour la plupart de nous, dans le nord, c'est toujours terriblement froid. Une nuit, la température est tombée à 18 degrés Celsius et toute l'eau dans le fourgon a gelé. La récompense pour avoir bravé ces températures basses sont des aurores boréales qui dansent sur le ciel nocturne. Ce froid intense a gelé non seulement les étangs et les rivières, mais aussi le 9e plus grand lac du monde, le Grand Lac des Esclaves. Chaque année, cette vaste source d'eau gèle complètement pendant plusieurs mois. On peut sans aucun problème marcher sur le lac. Même les motoneiges et les voitures roulent sur le lac. Nous avons remarqué un prédateur qui chassait le long du bord du lac. Parfois, on confond les coyotes avec les loups. Cependant, ceux-là sont plus petits en taille et sont facilement reconnus par leur queue touffue. Au lieu de chasser en meute, ils cherchent les petits rongeurs en paire. Le comportement de cet individu est très intéressant. Il joue avec un petit rongeur, probablement un campagnol ou une souris qui semble être encore vivant, et le marque avec son odeur. Dans les territoires du Nord-Ouest, on passe beaucoup de temps à conduire sur des routes en gravier. Si l'on est en quête de solitude, c'est l'endroit où il faut être. Sur une étape du chemin de 600 km/h, nous n'avons rencontré que 12 autres voitures au total. Bien que les heures de conduite soient longues, on ne s'ennuie pas. On peut observer beaucoup d'animaux le long de la route. Nous avons remarqué un corbeau qui se régalait du lagopède mort. La dextérité d'un corbeau est clairement visible quand il arrache méthodiquement les plumes. Même si c'est graphique, c'était incroyable de regarder cette scène de nature brute.
Lors de la visite des territoires du Nord-Ouest, on ne doit en aucun cas oublier le plus grand parc national du Canada. Le territoire du parc national Wood Buffalo est plus grand que celui de la Suisse. Il s'étend loin dans l'Alberta. Le nom du parc dérive d'un grand animal qu'on peut trouver ici. Le bison des bois, Wood Buffalo en anglais, est le plus grand animal terrestre de l'Amérique du Nord. Le poids du bison de bois mâle peut excéder 900 kg. Il s'engage souvent dans des combats pour la domination. Le bison des bois se nourrit principalement des carex et des herbes, et on peut le souvent rencontrer au bord de la route. D'habitude, les femelles donnent naissance à un seul veau en mai, donc ce veau ne peut avoir que quelques jours. Bien qu'ils aient l'air paisibles, il est recommandé d'être prudent, car ils peuvent devenir agressifs lorsqu'ils se sentent menacés. Le combat contre un taureau de 900 kg n'est pas conseillé. Le parc n'est pas un endroit unique où l'on peut voir des bisons. On peut également rencontrer certains de ces animaux magnifiques le long de l'autoroute emblématique de l'Alaska. Le voyage sur autoroute de l'Alaska est l'un des meilleurs road trips au Canada. Le paysage est absolument magnifique. On peut observer la faune abondante le long du chemin. En roulant le long de nombreuses rivières, nous avons compris que le printemps est venu en fin de compte dans le nord extrême. D'innombrables glaces dérivaient en aval, parfois même de gros morceaux se détachaient. Après le long voyage en voiture, les sources thermales naturelles Liard étaient un bon endroit pour se détendre. De temps en temps, il vaut la peine de quitter la route principale et de suivre un petit chemin méconnu dans la nature sauvage. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver là-bas. Bien qu'il y ait beaucoup d'espace, parfois les bouchons de circulation sont inévitables lorsque des groupes de caribous se trouvent directement sur la route. Ce caribou d'Amérique du Nord sont l'une des sous-espèces des caribous qui vivent au Canada. Les caribous mâles et femelles ont des bois qu'ils perdent chaque année. Plus loin au nord, les groupes des caribous de la toundra errent dans le paysage. Ils se nourrissent principalement des lichens, des carex, des brindilles et des champignons, et ils sont complètement adaptés à vivre dans le nord froid. Leurs sabots fendus les aident à marcher sur la neige, alors que leur double pelage les réchauffe en hiver. Peu de temps après l'entrée au Yukon, la ville Watson Lake est la première ville le long de l'autoroute de l'Alaska. Elle est célèbre pour sa forêt de panneaux indicateurs. Débutée par un GI qui avait le mal du pays en 1942, elle compte aujourd'hui près de 80 000 panneaux du monde entier. Nous avons eu beaucoup de plaisir à chercher les panneaux de notre ville maternelle. Tout le territoire du Yukon est le pays des ours. C'est toujours excitant d'observer un ours brun adulte dans son habitat naturel. Les ours qui vivent à l'intérieur des terres sont connus comme des grizzlies, alors que leurs cousins qui vivent sur la côte s'appellent des ours bruns. Leur taille et leur poids peuvent être différents, car leurs sources de nourriture sont différentes. Les grizzlies se nourrissent d'habitude des baies, des plantes et de la viande fraîche. Leurs pattes fortes les aident à creuser pour trouver des racines et des écureuils terrestres de temps en temps. Les ours bruns se régalent d'une grande quantité de poissons frais, ce qui permet à certains d'entre eux d'atteindre une taille énorme et de peser jusqu'à 800 kg. À Carcross, le plus petit désert au monde, largement promu, est en fait le sable remué par le vent du lac Bennett voisin. Le sable s'est formé il y a des milliers d'années lorsque les glaciers ont déposé une grande quantité de sédiments. Cette petite ville dispose en outre d'une impressionnante démonstration d'art des Premières Nations. Au sud de Carcross, la route traverse la Colombie-Britannique sur le chemin vers la région de l'Alaska. La route panoramique ne présente pas les défis rencontrés par les chercheurs d'or de 1899 traversant le col Blanc pour atteindre les champs aurifères du Klondike. Le train historique White Pass a été construit en 1900. Au lieu des chercheurs d'or, aujourd'hui, ils transportent des touristes de Skagway à Carcross.
Et le tourisme est l'essence même de Skagway. Les bateaux de croisière débarquent des hordes de gens dans la ville historique de la ruée vers l'or. Au milieu de nombreuses boutiques de souvenirs, il est parfois difficile de distinguer le caractère original de cette ville. Plusieurs bâtiments restent pour raconter l'histoire des temps passés. Le cimetière de la ruée vers l'or offre également un aperçu dans le passé. Ici, on peut trouver les tombeaux des chercheurs d'or, connus et inconnus. Une autre ville de l'Alaska, qui s'appelle Haines, n'est également accessible que par la route du Yukon. En traversant un col de haute montagne, nous avons connu une tempête de neige. À un certain point, on pouvait à peine distinguer le contour de la route. Juste au moment où nous avons cru que le printemps est finalement venu, nous roulons à Haines et voyons que c'est un paradis hivernal partout. Donc, jetez un coup d'œil sur la route. Vous pouvez voir que l'hiver est bien présent ici. Seulement 24 heures plus tard, nous avons traversé le même col à nouveau et nous étions accueillis par un beau soleil. Un paradis hivernal incroyable avec des pics montagneux magnifiques autour de nous. Un lagopède est parfaitement adapté à ces conditions. Ce oiseau porte un camouflage saisonnier. En hiver, ils sont habillés en plumage blanc qui devient brun au printemps. Leurs pattes emplumées laissent des petites traces que l'on peut trouver sur la neige. Au bout de la route se trouve un charmant village de Haines, entouré de l'eau. Les rivières qui se jettent dans les baies apportent du poisson en abondance. Des jeunes et des vieux pêcheurs affluent vers la rivière pour se garantir une bonne prise. On peut observer des milliers d'oiseaux marins qui glissent dans l'air avec des montagnes qui forment un arrière-plan incroyable. Un chanceux peut également remarquer des phoques affamés à cheval sur les vagues d'une grande marée qui chassent aux poissons. Notre ville préférée du Yukon est Haines Junction. Elle se trouve à la frontière du parc national Kluane et elle est entourée de montagnes impressionnantes. Nous avons pensé que c'était un bon endroit pour nous marier et c'est ce que nous avons fait. Avec cet anneau, je t'épouse. Tu es l'amour de toute ma vie Tu es l'amour de toute ma vie et mon meilleur ami. et mon meilleur ami. Je vous prononce mari et femme. Félicitations. Merci. Pour notre lune de miel, nous avons pensé qu'il serait approprié de découvrir la grandeur de ce paysage lors d'un volume panoramique. La chaîne Saint-Élie à la frontière du Canada et de l'Alaska abrite les plus hautes montagnes de l'Amérique du Nord. Elles sont dominées par le mont Logan, qui est le plus haut sommet du Canada avec ses presque 6000 mètres et le plus grand massif au monde. La glace des glaciers voisins a jusqu'à 1 km d'épaisseur et, à son embouchure, elle est vieille de plusieurs milliers d'années. D'innombrables glaciers s'écoulent des montages et forment un confluent si vaste qu'il peut accueillir une ville entière. Des crevasses montrent où les glaciers se déplacent plus vite. Là, des énormes pressions déchirent la glace. Dans d'autres endroits, les glaciers sont si magnifiques qu'ils peuvent sembler complètement lisses.
Sur la glace, la température peut atteindre jusqu'à 15 degrés Celsius en été, en créant des bassins d'eau d'une couleur bleue irréelle. Le volume vers l'embouchure du glacier relève l'activité de sculptures magnifiques. Les icebergs d'une taille impressionnante dérivent dans le lac glaciaire. Plus en aval, les rivières glaciaires ressemblent à une peinture abstraite. Ayant traversé la frontière de l'Alaska encore une fois, nous avons admiré la chaîne Saint-Élie sous un angle différent. Il est impossible de ne pas être enchanté par ses pics dominants. La beauté naturelle brute des montagnes s'applique également aux rencontres avec la faune sauvage. Ce jeune pigargue à tête blanche se régale des restes d'un animal non identifiable. Les pigargues à tête blanche se nourrissent principalement du poisson, mais ils sont opportunistes et ils ne laisseront pas passer une occasion de manger des charognes. Cet individu utilise son grand bec crochu pour tirer des petits morceaux de chair du cadavre. Les pigargues à tête blanche utilisent une serre avec ingéniosité pour retenir leur proie. Le plumage de ce pigargue à tête blanche est principalement brun avec quelques stries blanches, ce qui signifie qu'il a à peu près de 3 ans. Ce n'est que lorsqu'ils atteignent la maturité à l'âge de 5 ans qu'ils obtiennent le plumage blanc caractéristique. Sur le premier coup d'œil, la plus grande ville de l'Alaska, Anchorage, ressemble à toute autre ville américaine. Une inspection plus minutieuse révèle que ce n'est pas complètement vrai. De hautes montagnes encadrent la ville. On peut régulièrement voir des orignaux se nourrir dans des jardins privés. La montée sur la montagne Flattop Mountain offre une vue panoramique sur le paysage au milieu duquel se trouve la ville. Vers le sud, nous roulons le long du Turnagain Arm, qui est de la même manière flanqué par de hautes montagnes jusqu'à ce que nous atteignions la péninsule Kenai. La température la plus chaude température de l'océan nous permet d'utiliser notre kayak pour la première fois. Ce matin calme, c'est un plaisir de pagayer en admirant un tel paysage. Même si la plupart des sentiers de randonnée sont encore couverts de neige, c'est très amusant d'explorer le paysage. D'innombrables glaciers ornent les flancs des montagnes. En cette période de l'année, la plupart d'eux sont encore couverts d'un manteau de neige et ne brillent pas par leur couleur bleue éclatante. Les lacs glaciaires partiellement gelés nous permettent de prendre un morceau du glacier dans les mains. Les panneaux au glacier Exit représentent un avertissement drastique. Ils commencent à quelques kilomètres de la langue actuelle du glacier et montrent un retrait massif que la glace a entrepris au cours des 150 dernières années. Bien sûr, il y a beaucoup de routes accidentées à explorer également dans le nord extrême. Parmi celles-ci, la route Denali Highway est remarquable. Cette route, qui n'est pas entretenue pendant presque toute l'année, est l'une des routes sauvages de l'Alaska. C'est également l'un des meilleurs endroits pour admirer le Denali, la plus haute montagne de l'Amérique du Nord. Avec sa hauteur de 6190 mètres, elle surplombe toutes les autres montagnes sur le continent. La montagne est si grande qu'elle crée son propre microclimat et se trouve souvent couverte de nuages. La route Denali Highway est si éloignée que son thème principal est le silence. La plupart du temps, on n'entend rien d'autre que le vent et le doux filet de l'eau. Avec des petites banquises qui se déplacent lentement sur le lac, c'est un paysage vraiment tranquille. De temps en temps, un observateur attentif peut entendre un brusque clapotage. La source de ce son est un rongeur nageant. Les castors utilisent les coups de queue comme un moyen de communication pour prévenir l'un l'autre en cas de danger. Ils sont le deuxième plus grand rongeur dans le monde. Les castors sont connus pour construire des barrages sur des rivières et des ruisseaux afin de créer des étangs calmes pour leurs huttes. Comme ils n'hibernent pas, ils doivent garder une grande quantité de petits bois et de bûches dans leur logement. Ils se nourrissent principalement du bois sous écorce, mais ils consomment également des carex, du potamote et des nymphéas. Non loin se trouve le parc national Denali, l'une des plus grandes réserves naturelles de l'Amérique du Nord.
Le parc se caractérise par des forêts de conifères mixtes et du paysage de toundra. Il regorge également de la faune. On peut voir des orignaux et des caribous se nourrir paisiblement alors qu'un lagopède traverse la route avec prudence et les spermophiles arctiques sont à l'affût. L'un des animaux les plus amusants que nous avons rencontrés dans le parc est un porc épic. Ce rongeur épineux est couvert du plage composé de poils et de piquants les protégeant des prédateurs. La durée de sa vie, qui peut atteindre 30 ans, témoigne l'efficacité de cette protection. Les porcs épics ont une très courte vue, donc ils réagissent souvent aux sons plutôt qu'aux images et sont confus si les sons s'approchent de 2 directions. Pendant 3000 ans, les gens attachaient les chiens à des traîneaux et croyaient qu'ils pouvaient couvrir beaucoup plus de territoire. Ce n'était qu'au cours des milliers à 500 dernières années que les gens ont commencé à utiliser des attelages de chiens. Ayant attaché plusieurs chiens au traîneau, ils ont compris qu'ils pouvaient couvrir beaucoup plus de territoire et transporter des charges beaucoup plus lourdes. Les traîneaux à chiens sont devenus largement répandus au XVe et au XVIe siècle parmi des colons européens. Ils ont vite compris qu'en hiver, seuls les traîneaux à chiens étaient efficaces pour parcourir de longues distances dans la nature sauvage. Ce que les indigènes faisaient depuis longtemps. Après la Seconde Guerre mondiale, on a essayé d'introduire des motoneiges dans le parc. Mais ce n'était pas pour longtemps. On a découvert que les motoneiges n'aiment pas le froid de moins 60, moins 70 degrés Fahrenheit et ne démarrent pas tandis que les chiens n'ont pas ce problème. On ne peut pas également caresser une motoneige après une longue journée des patrouilles. Les chiens sont aussi mieux pour l'environnement. Les motoneiges produisent beaucoup d'émissions, tandis que toutes les émissions que les chiens peuvent produire reviennent immédiatement dans le sol. Dans des conditions parfaites, avec de bons sentiers et des chiens adaptés, on peut parcourir jusqu'à 80 km par jour. Au nord du Denali, une seule route traverse le cercle arctique, la Dalton Highway. Cette piste qu'on appelle souvent la porte de l'Arctique est la seule route qui mène au champ pétrolifère de Prudhoe Bay. Peu de temps après le commencement du voyage, nous traversons le fleuve Yukon. Ce fleuve puissant est gelé pendant 7 mois par an, ce qui est difficile à croire quand on voit une énorme quantité d'eau qui s'écoule en aval. Bien que le fleuve Yukon soit complètement libre de glace 2 semaines après le début de la débâcle, nous trouvons encore beaucoup de glace dans des plus petits affluents au milieu du mois de mai. Un peu plus au nord, nous traversons le cercle arctique et entrons dans le vrai Arctique. La poussière et la boue au bord de la route nous donnent l'occasion d'être créatifs et de nous présenter. Lentement, les montagnes de la chaîne Brooks commencent à apparaître en transformant le paysage en pays merveilleux de montagne. Dès que nous traversons le col Atigun, la météo commence à se détériorer. Pendant que nous roulons dans le brouillard, il commence à neiger. Bien que ce paysage de toundra semble être morne, il est plein de faune. L'animal le plus spectaculaire que nous avons eu la chance d'observer était un bœuf musqué. Un peu plus grand que les poneys, ces animaux laineux arctiques se rencontrent rarement le long de la route. En été, la plupart des bœufs musqués vivent en troupeaux de 8-20 animaux. Ces animaux habitent l'Arctique depuis déjà des milliers d'années. Leurs longs cheveux en broussailles sont bien adaptés au climat glacial. Leur sous-couche de laine est bien appréciée pour sa douceur, longueur et valeur d'isolation. Elle est presque 8 fois plus chaude que la laine de mouton et plus douce que le cachemire. Plus loin au nord, les conditions deviennent horribles. Les derniers 60 km jusqu'à Prudhoe Bay, notre vitesse moyenne ne dépassait pas 30 km par heure. Nous sommes en route de Fairbanks à Prudhoe Bay, Dead Horse, la ville la plus septentrionale de l'Amérique, qui est accessible par la route. Et la route est assez chaoteuse. Nous avons donc roulé toute la journée hier, toute la journée aujourd'hui, un peu encore avant-hier, et le progrès est médiocre. Nous avons encore 63 km à passer,
et ils vont nous prendre à peu près de 2 heures. Après 2 heures épuisantes, les premiers bâtiments industriels de Dead Horse sont apparus. Avec la population de 4000 habitants, Dead Horse n'est qu'un campement pétrolier. Il était tout aussi peu attrayant que nous le pensions. Après avoir fait le plein, nous avons décidé de nous diriger immédiatement vers le sud. En traversant le col Atigun à nouveau, nous étions accueillis par une autre tempête de neige. Après 17 heures de route au total, nous sommes finalement arrivés au camp. Nous avons fini notre voyage sur la Dalton Highway avec une danse de classe mondiale et une quantité décente de la boue collée au véhicule. Même si la piste Dalton Highway était une aventure audacieuse, nous en voulions encore plus. Un peu plus tard, nous avons pris l'une des plus aventureuses routes du Canada, la Dempster Highway. Les conditions de la route changent radicalement avec la météo. La pluie et la neige transforment l'autoroute en une dangereuse piste de boue avec peu d'adhérence. La chute de neige à la fin mai est une chose ordinaire qui tourne le paysage du parc territorial Tombstone en un paradis hivernal. La nature sauvage entourant la Dempster Highway est un territoire privilégié pour les ours noirs. Ce n'est pas étonnant que nous avons aperçu 3 individus différents en 2 jours directement sur la route. L'ours noir est le plus petit de 3 ours qui vivent au Canada, mais il peut tout de même atteindre la taille de 2 mètres et le poids des 300 kilos. Les ours noirs sont des omnivores opportunistes. Cet ours a trouvé un vieil oiseau complètement sec, mais il le dévorait avec délectation. Ayant tombé sur cet ours, nous avons d'abord pensé que c'était un grizzly. Un examen attentif de ses traits révèle que c'est un ours noir avec des cheveux bruns. Bien qu'ils s'appellent des ours noirs, ils peuvent avoir une nuance différente. Peu importe s'ils sont noirs ou bruns, ils semblent partager la même habitude de se gratter. Après un long voyage, nous sommes arrivés au cercle arctique. Nous étions accueillis avec excitation par des habitants locaux. 16 spermophiles arctiques vivent directement sous le panneau de cercle arctique. Ils se nourrissent de plantes et de graines différentes, mais ils ne s'éloignent pas de leur terrier. Les spermophiles arctiques sont toujours inquiets, comme ils sont eux-mêmes, une nourriture rapide pour des renards, des aigles, des ours et des lynx. Sur notre route vers le sud, le paysage était totalement différent de celui-ci que nous avons vu il y a 2 jours. Le ciel dégagé et le soleil ont remplacé la neige et le brouillard. Au bord de la rivière Ogilvy, nous avons trouvé certains des paysages les plus majestueux que nous avons eu la chance de voir pendant notre voyage. Les banquises épaisses fondaient lentement dans la rivière avec des montagnes magnifiques en arrière-plan. À certains endroits, toute la rivière semblait être couverte de glace. Il n'y a que 2 jours, tout le paysage dans le parc Tombstone était couvert de neige, alors que maintenant tous les lichens et les plantes ont émergé. Comme il n'y a pas d'autre route au nord, nous n'avions pas d'autre choix que de nous diriger à nouveau vers le sud. Premièrement, nous avons profité de l'occasion pour laver notre fourgon et restaurer sa couleur bleue originale qui était longtemps cachée sous toutes les couches de boue. Les sources thermales naturelles, Warm Bay, ont apaisé nos corps fatigués lors d'une longue route. Le nord de la Colombie-Britannique s'est avéré être un autre paradis des ours noirs. En un seul jour, nous avons vu 7 ours. Dans la plupart des cas, ils se nourrissaient au bord de la route. Certains d'eux étaient également en vacances. Maintenant, quand les températures augmentaient, les insectes ont décidé de sortir, eux aussi.
Pendant longtemps, nous cherchions des chèvres de montagne insaisissables. Ce grimpeur sur d'eux-mêmes vivent dans le paysage montagneux alpin et subalpin des Rocheuses. Leur barbe blanche leur donne un air amusant. En fonction de saison, ils adaptent la longueur de leurs cheveux. Les enfants naissent à la fin du printemps. Et ils deviennent vite de bons grimpeurs eux-mêmes. L'été au Canada est court, mais très chaud en même temps. C'est la période idéale pour explorer de belles forêts pendant de longues randonnées. Les cascades portent beaucoup d'eau et les fleurs s'épanouissent. Une activité estivale populaire est le canoë sur l'un des nombreux beaux lacs montagneux. Le lac Émeraude, dans le parc national de Yoho, est un favori avec son arrière-plan montagneux dramatique. Les sports aquatiques alternatifs comprennent le rafting et le stand-up paddle. Certains préfèrent les activités terrestres comme la descente en VTT. Beaucoup de pentes de ski se transforment en parc à vélo pour la saison estivale. L'un de nos grands moments de l'été était un voyage en VTT dans les Rocheuses de Kootenay. Explorer les sentiers accidentés de l'arrière-pays, tout en étant profondément secoué, fait certainement monter les niveaux d'adrénaline. Les sentiers mènent dans la zone alpine où l'on peut trouver de la neige même en été. Les vues sont définitivement à couper le souffle. La course à travers les petits ruisseaux était exaltante. Une option pour se calmer à nouveau est de faire une promenade à cheval dans la forêt. Donc, qu'est-ce que vous entendez quand vous pensez à la nature? Quel son vous vient à l'esprit? Le Canada nous a laissé une profonde impression. Nous aspirons à revenir dans les montagnes, dans la nature sauvage, à rouler à travers des paysages trop beaux pour être vrais. Le Canada, on se reverra.